si dans le court cycle nous avons envisagé les bâtiments comme un organisme vivant, si je puis dire, avec une histoire et un avenir à envisager, là, dans ce cours, nous allons envisager l'architecture au sens très général et à des échelles différentes, comme une sorte de machine qui échange entre deux milieux. J'ai fait souvent référence lors des derniers cours à ce hall, donc là où nous sommes, et par rapport à l'extérieur, eh bien, nous allons avoir cette approche-là. Grosso modo, tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre machine, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce dont elle a besoin pour fonctionner et tout ce qu'elle va produire comme déchets ou autre, une fois son fonctionnement assuré. L'objectif de ce cours est plutôt de mettre en évidence les différentes échelles à laquelle l'écologie peut intéresser l'architecte. Les échelles, vous savez, c'est la dimension dans laquelle on regarde les choses. L'échelle du bâtiment, l'échelle de la ville, l'échelle du pays, voilà, ce genre de choses. Et mon propos va être de montrer que si on considère l'architecture comme une machine, ou la ville comme une machine, ça nous amène à considérer 4 échelles différentes. L'échelle du bâtiment, l'échelle du quartier, j'emploie à dessein des mots usuels, l'échelle de la ville et l'échelle du territoire ou du pays, si vous le préférez, du grand territoire. Donc 4 échelles différentes. Et mon propos est de dire que si on analyse tout ce qui rentre et tout ce qui sort, qui est une démarche écologique, à ces 4 échelles-là, nous verrons que pour un architecte, on peut avoir des considérations tout à fait différentes et parfois même des considérations antagonistes, contradictoires. Je veux faire deux petites mises en garde d'abord. Enfin non, une seule, pardon. Un architecte théoricien qu'il faut que vous connaissiez maintenant, qui s'appelle Aldo Rossi, un grand théoricien italien des années 60-70, qui était professeur à Zurich, il me semble, a écrit un livre tout à fait essentiel pour un architecte qu'il faut connaître, j'en ai déjà parlé. Je vous rappelle le titre de ce livre, L'architecture de la ville, donc Aldo Rossi, comme ça se prononce. Et il a mis en garde contre ce qu'il a appelé un fonctionnalisme primaire, c'est-à-dire de considérer l'architecture comme une machine, et simplement comme une machine. Considération, fonctionnalisme, qui a pu amener à une architecture extrêmement aride, vidée de tout son sens, notamment symbolique et métaphorique. Et nous verrons que ce sens-là va se révéler même au travers d'une approche écologique qui elle-même a tendance à être très fonctionnelle. Voilà, c'est une première mise en garde pour dire que nous sommes conscients que l'architecture n'est pas une machine, mais toutefois, pour parler d'écologie, nous allons revenir sur cette approche-là, qui est un peu tombée en désuétude avant les considérations écologiques, mais qui reviennent au goût du jour. Alors, parlons d'abord de l'échelle du bâtiment, de ce hall si vous voulez, et nous allons, pour illustrer notre propos, prendre un exemple. Nous allons prendre l'exemple d'un hypermarché en Île-de-France. Vous savez qu'en architecture, il est bon quand même de situer, et notamment dans une approche écologique, de situer les choses dont nous parlons. Donc, disons, un hypermarché en Île-de-France. Objet que tout le monde connaît, bien entendu, pour y avoir été au moins une fois. Et tel qu'il se présente majoritairement aujourd'hui, très majoritairement aujourd'hui, ils sont conçus, l'exemple est intéressant, véritablement comme une machine à échanger. Alors la fonctionnalité première, évidemment, c'est de vendre, et de présenter et de vendre, et donc d'échanger. C'est-à-dire que vous venez avec votre voiture et avec de l'argent, et vous repartez avec la voiture pleine, délestée de quelques billets. C'est donc la fonction évidente de cet objet. Et pour assurer ce service, les moyens employés sont les moyens les plus économiques possibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que le raisonnement est de dire ce que veut le consommateur, c'est le service et seulement le service. Alors, la
l'architecture, si je puis dire, le bâtiment se présente donc de la manière la plus simple. Le plan s'organise autour de systèmes de présentoirs de marchandises rationalisés, c'est-à-dire en rond-d'oignon, si je puis dire. Et donc logiquement, le bâtiment est de forme carrée ou rectangulaire pour avoir le clos couvert. Le clos couvert, c'est le volume qui est chauffé ou climatisé, enfin isolé de l'espace extérieur, le plus réduit possible, en hauteur, en largeur et en longueur. Nous avons, si nous le considérons comme une machine à échange, nous devons considérer deux flux rentrants que nous classerions de deux manières différentes. Premièrement, les flux naturels. Le soleil, la pluie, le froid, la chaleur, la neige, le vent aussi, qui dimensionne le bâtiment à cause de sa poussée. Et dans cette approche fonctionnelle et classique de la conception d'un bâtiment, ces flux sont en règle générale, même pratiquement systématiquement, considérés comme des contraintes. C'est un mot que les architectes emploient peu, le mot contrainte, mais c'est un mot que les ingénieurs de bâtiments emploient énormément. C'est-à-dire qu'il résonne en contrainte. Une structure est contrainte par des forces, et de ces contraintes, elles sont, comment dirais-je, encaissées, si je puis dire, par la structure, et le but de l'ingénieur, c'est de dimensionner la structure pour résister à ces contraintes. Et donc, dans cette approche, les ressources naturelles, nous parlons de contraintes d'ordre naturel et non pas de ressources. Ces contraintes peuvent être, c'est celles qui dimensionnent l'enveloppe du bâtiment. Par exemple, la température. Bon, en Ile-de-France, il ne fait pas très très froid par rapport à d'autres régions, mais quand même, pour assurer l'acte d'achat dans un confort minimum, disons une plage comprise entre 16 et 20 degrés, il faut quand même pouvoir s'affranchir des températures négatives extérieures. Même chose pour l'eau, évidemment. Voilà. Même chose pour la qualité de l'air, qu'il ne faut pas oublier. Donc un petit peu de ventilation. Voilà. Les contraintes peuvent être aussi produites par la deuxième catégorie de rentrants, que sont tout ce qui est nécessaire, tout ce qui vient du réseau et qui est nécessaire au fonctionnement du bâtiment. Donc là, ce ne sont pas des contraintes naturelles, ce ne sont pas des flux naturels, ce sont des flux liés à l'anthroposphère, c'est-à-dire par exemple les flux d'énergie, comme les hydrocarbures, l'eau aussi pour que le bâtiment fonctionne. Il peut y avoir du gaz, il peut y avoir de l'air comprimé, il peut y avoir de l'air tout simplement naturel pour ventiler le bâtiment. Et là, le principe, c'est que le bâtiment est comme un plugin sur le réseau d'infrastructure. C'est-à-dire il est connecté sur le réseau d'infrastructure et il est contrôlé à partir de ce réseau d'infrastructure. Et ensuite, si on s'intéresse donc dans un deuxième mouvement à ce qui sort de ce bâtiment, alors ce qui est rentré à l'état de contrainte naturelle devient des déchets, par exemple du CO2, ce qui est rentré sous forme d'air, c'est-à-dire pour partie de l'oxygène, sort sous forme de CO2. Donc là, il y a la nécessité de l'évacuer mécaniquement. C'est la petite boîte en haut sur le toit. La chaleur aussi, il peut y avoir une chaleur excessive. Il peut y avoir aussi du froid aussi à contrôler dans les rayons congélation. Et puis, des contraintes qu'on imagine un peu moins. Des contraintes, par exemple, de l'information. Il peut sortir de l'information du bâtiment, des rumeurs, qui peut donner lieu à des mouvements de panique, par exemple. S'il y rentre des radiations ou des ondes, il peut également en sortir. Donc ça, c'est une chose qui sort du bâtiment, qui est plus ou moins contrôlée. Et tous les déchets habituels produits par un bâtiment de cette taille-là, que sont l'eau, qui a été nécessaire, les eaux de lavage, les eaux de refroidissement parfois, donc j'ai parlé de l'air vicié aussi,
l'air, enfin les produits de combustion pour le chauffage, si le chauffage était par exemple un système produit par du gaz ou du fuel, un système de combustion, donc avec des cheminées d'évacuation. Voilà. Alors, si on fait ce petit bilan, alors il y a aussi de la lumière aussi, il ne faut pas l'oublier, la lumière. La lumière là est là aussi considérée comme une contrainte parce que la lumière du soleil excessive peut gêner dans la perception du produit de vente. Par ailleurs, il faut une homogénéité de cette lumière et donc finalement on supprime toute la lumière naturelle pour y substituer une lumière artificielle pour pouvoir contrôler parfaitement la vision de l'acheteur. Ce qui fait que le bâtiment est pratiquement sans fenêtre, à part le bureau du gérant, le local du personnel, pratiquement sans fenêtre. Pour une autre raison aussi, il ne faut pas déranger l'acheteur dans son acte de vente. Donc tout est tourné autour du produit à vendre. Voilà le petit descriptif qu'on peut faire, comme on l'a fait pour une analyse des cycles de vie, mais simplement en termes de flux, de ce qui rentre et ce qui sort d'un bâtiment de ce type-là, d'une conception fonctionnaliste classique pour un hypermarché. Alors, plusieurs considérations que nous devons tirer de ce propos. La première, c'est bien une boîte, une sorte de machine à vendre, qui est bien en dérivé d'un réseau d'infrastructures. Donc, il n'est pas autonome. C'est-à-dire que si le réseau d'infrastructures cesse de fonctionner, que ce soit l'électricité, le gaz ou autre, ou l'eau, eh bien, le bâtiment ne fonctionne plus, ou très très mal. Deuxièmement, on voit bien dans ce schéma qu'il ignore son voisinage direct. C'est-à-dire qu'en fait, en général, il est sur une vaste dalle bitumée pour rendre possible le stationnement. Et bien, on a une boîte, et puis son plus proche voisin est une autre boîte de ce genre, qui s'ignore totalement. La seule chose qu'il n'ignore pas, c'est sa signalétique. C'est-à-dire qu'en général, ce genre de boîte a une signalétique très très haute pour qu'on puisse la distinguer, notamment d'un autre réseau d'infrastructures qui est celui de la mobilité, c'est-à-dire de la voie rapide qui permet d'y accéder. Mais sinon, il ignore totalement son voisinage direct. Son voisinage direct est pour lui une pure contrainte. La biosphère est pour lui une pure contrainte. Et puis le troisième constat qui est évident, c'est qu'il utilise des ressources naturelles à l'origine, indirectement venant de par le réseau d'infrastructures pour les dégrader. Simplement, en les dégradant, permet de rendre ce service. Alors je renvoie là au cours sur les valeurs, c'est-à-dire est-ce que la valeur économique de la dégradation de ces ressources naturelles est le juste coût, notamment par rapport à la biosphère pour assurer ce service à l'anthroposphère, c'est-à-dire le monde de l'homme. C'est la question qu'on peut poser. Et puis l'autre constat, c'est de dire que nous raisonnons là en contraintes et non pas en ressources, notamment contraintes naturelles. Maintenant, supposons que nous ayons une approche dite écologique, telle qu'elle est pratiquée au jour d'aujourd'hui. Comment se présenterait ce bâtiment et comment certains bâtiments, certains hypermarchés, tendent à se configurer dans une approche plus écologique. Alors le modèle que je vais montrer n'est pas le paragon de vertu, simplement une façon de concevoir l'écologie à l'échelle du bâtiment. Voilà. Alors là, je ne refais pas le même descriptif, mais ce qu'on voit immédiatement, c'est que la forme change. Pourquoi ? Parce que si j'ai dit tout à l'heure que la forme de boîte, de parallépipède, était celle qui économiquement convenait le mieux pour, dans une emprise le minimum, assurer le maximum de présentation d'objets à vendre, là, l'idée de se servir des ressources naturelles, non pas en tant que contrainte, mais ressources, modifie la forme. Et je dirais, si on regarde bien, non seulement modifie la forme du bâtiment, mais modifie son environnement de proximité. Alors je m'explique. Pour lutter contre les charges de vent, il est plus intéressant d'imaginer une forme aérodynamique. Et parallèlement, si on s'intéresse à cette contrainte, cette ressource naturelle
qu'est le vent, on peut tout à fait imaginer, là je ne l'ai pas représenté sur ce dessin, mais on peut imaginer d'essayer, avec des éoliennes, de capter l'énergie du vent. On peut aussi essayer de recueillir les eaux de pluie ou la neige pour s'en servir, par exemple, comme eau de lavage. Donc ça, on voit bien que l'eau n'est plus une contrainte, mais est une ressource, à la condition évidemment de configurer le bâtiment d'une certaine manière. Même chose pour le solaire. La ressource solaire, elle peut être considérée comme de l'énergie. On peut aussi configurer le bâtiment pour avoir une forme qui favorise une ventilation naturelle. On peut aussi inclure dans le bâtiment, et c'est là où on voit le bâtiment comme la création d'une biosphère, d'une petite biosphère, y apporter des plantes qui assainissent l'air vicié. On peut aussi imaginer qu'une partie du bâtiment soit constituée de matériaux à forte inertie, par exemple comme le béton ou la pierre, pour conserver la chaleur emmagasinée et la restituer, par exemple la nuit, pour maintenir en chauffe le bâtiment, ou au contraire, en été, permettre son rafraîchissement. Cette forme aussi peut venir de la tentative d'alléger le bâtiment pour avoir une empreinte écologique moins importante. C'est-à-dire qu'a priori, moins on utilise de matériaux et plus l'empreinte écologique est légère, mais aussi en vue de son démantèlement. Et donc, si on veut démanteler ce bâtiment, il faut songer à démanteler ses fondations. Et donc, qui dit démanteler ses fondations, imaginer des fondations légères. Et avoir des fondations légères, c'est un peu comme un moustique, une araignée d'eau. C'est se poser de la manière la plus répartie possible sur le site, de manière à non pas avoir des fondations profondes, mais à avoir des fondations flottantes, fondations légères, comme un radeau qui flotte en quelque sorte. On voit bien que toutes ces considérations amènent une forme différente, une pensée différente, une façon d'envisager les flux, l'échange entre l'intérieur et l'extérieur, tout à fait différente. Non pas de manière défensive, en quelque sorte, mais de manière, au contraire, offensive n'est pas le mot, mais de manière bénéfique. Qui, effectivement, en tant qu'architecte, modifie singulièrement la forme du bâtiment. On voit aussi que l'extérieur, plutôt que d'être une grande dalle de bitume pour accueillir les voitures, peut être une sorte de paysage, une morphologie différente qui permettrait de recueillir les eaux de pluie, les stocker. On voit ça parfois au bord des routes, ce sont des bassins d'orage qui permettent de stocker les eaux. Alors, pour les routes, c'est simplement pour éviter qu'elles inondent les routes, mais là, ça pourrait être de manière à pouvoir s'en servir, soit pour le rafraîchissement, soit pour le lavage du bâtiment, comme j'ai pu l'indiquer. On voit la considération de cette approche, c'est que, donc, premièrement, la forme change, et donc l'architecture, a priori, si on réduit l'architecture à une question de forme, change aussi radicalement. Mais on voit aussi quelque chose qui est important, on voit la tentative de ce bâtiment pour une certaine recherche de sa propre autonomie. Autonomie énergétique, autonomie en termes de ressources comme l'eau, comme l'air. Et donc là, nous sommes moins dans un plugin branché sur un réseau d'infrastructures que sur une sorte de, comment dirais-je, de presque de manière exacerbée, de vaisseau spatial qui va tenter de se déconnecter au maximum du réseau. C'est donc cette recherche d'autonomie qui est mise en avant dans les approches écologiques à l'échelle du bâtiment. Mais, et c'est là où je vais en venir à la deuxième échelle, celle du quartier, cette approche, même si elle est intéressante et sans doute vertueuse, a un petit défaut. Le premier, c'est que il faut avoir les moyens de cette autonomie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un terrain suffisamment grand et disposant de suffisamment de ressources, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, ça peut poser des questions d'équité. Par exemple, certains terrains peuvent être avec un très fort potentiel et d'autres terrains avec un potentiel moindre. Et donc, il y a un effet de coupure
si jamais on recherche cette autonomie maximale entre les différentes situations, coupure qui peut être comment dirais-je, un risque de non-solidarité, si je puis dire, entre tous ces bâtiments. Et ça m'amène à la deuxième remarque, un risque d'inefficience. C'est-à-dire que, comme je l'ai indiqué dans le paradigme de l'économie circulaire, il peut être plus intéressant d'échanger avec ses voisins plutôt que de s'en isoler parfaitement. Et donc la recherche de l'autonomie maximale, ce qui est le paradigme de ce modèle-là, n'est peut-être pas le meilleur modèle, à la fois en termes d'équité et à la fois en termes d'efficience, c'est-à-dire d'efficacité. C'est donc un modèle qui est intéressant, mais qu'on peut questionner. Et pour questionner correctement ce modèle, il me semble qu'il faut passer à une échelle supérieure, c'est-à-dire de dézoomer un peu, comme sur les sites sur lesquels on peut zoomer et dézoomer le territoire, dézoomer un peu et passer à l'échelle du quartier pour se faire une petite idée de comment résoudre ce paradoxe qui est la recherche de l'autonomie est vertueuse, mais aussi pose des problèmes. Alors, pour ce faire, je vais me référer à un deuxième exemple, toujours en Île-de-France, dont j'ai parlé un petit peu au cours du cours valeurs, je crois, ou éthique, je ne sais plus, éthique, qui est un petit travail qui avait été fait par des étudiants, de se poser cette question, précisément la question dont je parle, la question de l'autonomie, mais à une échelle plus grande qu'un bâtiment, à l'échelle du quartier. Alors, pourquoi je parle de quartier ? Parce que dans le livre que j'ai cité d'Aldo Rossi, il ne parle pas de secteur ou de district ou d'arrondissement, il parle bien de quartier. Sous-entendu, dans la langue française, le mot quartier est un mot usuel qui renvoie à une identité urbaine bien spécifique. On parle du quartier Saint-Germain, par exemple, du quartier du Marais, qui ont, en tout cas historiquement, qui ont eu des raisons d'être, des raisons d'existence différentes, et donc une sociologie et une façon d'habiter un peu différentes. Et donc, ce mot quartier est préférable pour sortir d'un fonctionnalisme un peu technocratique et aride, que les termes de district ou de secteur, auxquels les termes de district et de secteur renvoient. Donc je parlerai de quartier. L'autre idée de parler de quartier, c'est que, on va le voir, ça introduit dans cette question de entrant-rentrant la question des échanges humains, de nature humaine. Jusqu'à présent, si j'ai employé l'exemple de l'hypermarché, c'est que force est de constater que ce n'est pas le lieu où les échanges humains sont les plus riches et intéressants. En général, ça se réduit à un acte d'achat et éventuellement une petite conversation avec la personne en caisse. Dans, évidemment, le quartier et donc l'habitat, la question de l'habiter et la question des échanges humains est évidemment beaucoup plus intéressante. En tout cas, l'exemple est beaucoup plus pertinent. Alors, je rappelle ces petits exemples, j'en ai déjà parlé, mais vous en voyez l'illustration. 3 pavillons en Île-de-France, tout ce qui est le plus banal, un lotissement mi-19e, et un petit centre social attenant, séparé par une rue, une voie publique. L'idée est très simple. Rencontrer les gens qui habitent ou qui occupent ces lieux, individuellement, et leur poser une question qui est une question qui n'est pas directement écologique, mais qui est une question qui est simple à comprendre. Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas ? Et d'en dresser la liste et d'essayer j'allais dire presque de la conceptualiser en quelque sorte, d'un point de vue universitaire. Alors je donne des exemples. Dans le pavillon de haut, occupé par un couple avec un enfant, tout allait pas trop mal. L'approche en termes de gestion était une approche patrimoniale, le pavillon étant envisagé d'être cédé à terme à l'enfant. Un fort revenu pour ce couple, donc un niveau, ce qu'on appelle un niveau socio-professionnel élevé. Le pavillon du milieu est occupé par une dame âgée, la dernière de longue lignée, si je puis dire, habitant seule,
Et pour elle, des difficultés financières, mais surtout des difficultés liées à l'âge, de mobilité et d'approvisionnement. Et puis aussi d'assistance. Le troisième pavillon, lui, était avec des difficultés essentiellement d'ordre économique, mais aussi, dans ses interviews, ressortait tout ce que on pouvait tirer de potentiel. Alors, je dis ça parce que la dame âgée, étant à demeure, pouvait garder l'enfant du pavillon A, et le couple habitant le pavillon C, celui en bas à droite, lui était très épris d'écologie et avait un jardin potager tout à fait spectaculaire. Et puis le centre de social, lui, avait des logiques complètement différentes, puisque c'était une gestion publique, avec une densité, c'est-à-dire une occupation humaine du site beaucoup plus élevée, évidemment, que les trois pavillons, et donc des problèmes d'espace, ou des problèmes de vie liés au caractère social de sa vocation. Deuxième acte, voir comment, en multipliant les échanges, donc ça c'était le premier constat. Alors, le deuxième acte, c'est voir ce qui s'échangeait actuellement. Alors, peu de choses, quelques produits, quelques services, dans un langage un peu technocratique, comme celui que j'ai évoqué, la garde d'enfants, les courses pour la vieille dame, quelques échanges de produits de potager ou de déchets du centre social pour le poêle d'un des pavillons. Voilà. Donc un état d'échange faible, pas nul, mais faible. Si on avait fait le même exercice dans une ville dortoir, on aurait pu constater un échange quasi nul. Dans certains quartiers, l'échange se réduit à une fois par an le prêt d'un tire-bouchon, ou même, on connaît tous ces épisodes assez effroyables au moment de la canicule, où des personnes âgées sont mortes chez elles sans que le voisin en soit informé ou s'en soucie. Donc pas nul, mais faible. Et l'idée, c'était de voir si, en multipliant les échanges, l'écologie du site en bénéficiait. C'est une espèce d'externalité du bénéfice en quelque sorte. Et donc en faisant ce bilan de qu'est-ce qui va pas, on voit que ce dont on a besoin et ce qu'on peut fournir, et donc voir en circuit très court ce qui peut être fourni immédiatement par le voisin. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de choses ont été découvertes à cette occasion. Je pourrais bénéficier de ça, ou j'avais pas envisagé que, ou alors tiens, si je m'organisais de cette manière-là, eh bien tout ça me coûterait moins cher, et puis finalement se ferait. Une autre vertu, c'est celle de renforcer le lien social. Et donc, cette analyse a été faite par mes étudiants, et en imaginant tout simplement la possibilité d'augmenter ces échanges gratuits, si je puis dire, simplement en les édictant, d'une part. Alors ça, c'est les échanges entre les quatre entités, mais aussi une autre idée, c'était qu'est-ce que, à cette taille-là, on peut faire comme effet de levier sur les collectivités publiques, par exemple pour améliorer l'état de la route ou je sais pas, le système de gestion de déchets ou ce genre de choses. Donc il y a un double jeu, à la fois interne et puis à la fois par rapport à une interpellation des pouvoirs publics, très simplement. Ce qui m'amène à la considération suivante. Notre école a eu en ce moment à peu près le même type d'exercice, mais à l'échelle du Grand Paris. Et le rôle des pouvoirs publics pourrait changer, être simplement initiateur ou incitateur, plutôt que simplement machine à subventionner, par exemple. Voilà, enfin bref, là c'est une digression beaucoup trop rapide, mais qui peut-être peut faire tilt pour certains d'entre vous qui s'intéressent à l'action publique. Bref, alors la question n'était pas uniquement une question sociale, comme je vous l'ai dit, c'est une question écologique. Est-ce que ça améliore les choses? Alors j'avais parlé la dernière fois du petit hérisson. Voilà typiquement un échange à la fois pour la biodiversité et en termes humains et social. Le jeu entre la vieille dame, le hérisson et l'enfant, si je puis dire. Ça pourrait faire l'objet d'une fable ou d'un film. Et on s'est rendu compte que ces échanges, comme pour l'hypermarché, étaient de nature à renforcer
l'écologie. Donc par exemple, d'envisager de ne pas consolider ou renforcer les limites entre parcelles, mais au contraire les abattre. Vous savez que dans certains pays, les limites de parcelles ne sont pas marquées. Par exemple, aux États-Unis, les devants de maisons il n'y a pas de limite physique entre l'espace public et l'espace privé, et il n'y a pas de limite entre les deux espaces privés. Pas à l'arrière, mais devant, ce qui est une organisation possible. Alors, on sait que la France est un pays de murs, mais bon, il peut évoluer aussi. Alors, l'intérêt, si je puis dire, de cette petite expérience est de mettre en évidence que l'écologie peut être vue au travers du prisme de l'intérêt économique, presque de l'avidité, si je puis dire, ou en tout cas de l'économie. C'est un levier intéressant. Plutôt que d'être une contrainte, comme pour l'hypermarché, une contrainte naturelle, d'être l'éternelle contrainte de surcoût du bâtiment ou de l'imposition, d'être au contraire la possibilité d'économie ou de sous-coût concernant la conception. Deuxième intérêt, un renforcement, j'allais dire, ontologique, c'est-à-dire un renforcement intrinsèque de l'écologie par cette approche sociale, si je puis dire. Ce qui est en fait l'objet d'une discipline ou d'un champ d'études qui s'appelle l'écologie sociale ou l'écologie humaine, selon ce qu'on l'appelle. Alors là, je renvoie j'en ai déjà parlé, aux travaux de Murray Bookchin sur l'écologie sociale, et qui est très intéressant parce que c'est vraiment une approche qui lie social et écologie. Donc voilà, la référence concernant cette approche-là. Simplement, il faut être aussi conscient des limites de cette approche, et qui est notre propos de montrer que l'écologie à l'échelle du quartier ne se conçoit pas comme celle du bâtiment, mais aussi à un certain nombre de limites. Par exemple, finalement, ce que j'ai décrit pourrait être une copropriété, tout simplement, comme un immeuble à Paris, avec, là aussi, toutes les limites de la copropriété, tout l'intérêt, la mutualisation d'un certain nombre de moyens, comme le chauffage par exemple, mais aussi les limites. Qui a assisté à une AG de copropriété sait immédiatement tous les problèmes humains que ça pose. Pourquoi ? Parce que les intérêts sont divergents. Alors là, l'idée, c'est de dire la situation n'est pas figée. Comme pour l'économie circulaire, si jamais un voisin vend à quelqu'un qui ne souhaite pas participer à ce type de mode de vie, finalement, de mode d'habiter, eh bien, le système est à repenser en permanence. Donc c'est un système qui ne peut pas être considéré, à mon sens, comme durable, en tout cas institutionnellement, mais en permanence remise en question. Et ce qui peut être aussi généralisable, c'est notre propos, deuxième propos qui va nous amener à l'échelle suivante. Là, je l'ai dit, ça dépend du quartier. Un quartier qui est un quartier dortoir, par exemple, ou un quartier qui possède des parcelles beaucoup plus petites, ou simplement une copropriété, peut-elle, comment dirais-je, s'organiser de cette manière-là? Probablement non. Mais ça vaut le coup d'essayer de voir si, quartier par quartier, ou entité par entité, ce qui peut être fait selon cette approche-là, ce qui finalement définirait ou consoliderait ou réinterrogerait, comme on dit universitairement, la question de l'identité urbaine d'un quartier, ou plutôt de la façon d'habiter. La dernière considération que je voudrais avoir à l'échelle du quartier, c'est que ça pose la question de l'organisation des infrastructures par rapport à cette organisation-là. J'ai parlé de l'eau, par exemple, toute l'hydrologie. Les infrastructures sont très réinterrogées par ce type de considération, ce type d'approche urbaine. J'avais parlé la dernière fois de la décroissance de certaines zones européennes. Eh bien, cette mutation permanente
ce vibryonnage, si je puis dire, de ces entités-là est très en contradiction avec la permanence des infrastructures, par exemple les égouts ou les infrastructures d'énergie, qui sont, elles, planifiées à très longue échéance pour une certaine capacité, sont très en porte-à-faux par rapport à ce changement permanent de couleur, j'allais dire, du tissu urbain. C'est donc à une échelle encore supérieure que maintenant nous allons essayer de porter notre regard fonctionnaliste, mais même s'il le devient de moins en moins par le côté social, c'est à l'échelle de la ville que nous pouvons maintenant nous interroger. En effet, est-ce que nous devons considérer la ville comme une addition de ce genre de petites entités ou même une addition de quartiers, comme on le fait parfois historiquement? On dit que Paris est une addition de villages ou de quartiers, mais dans une approche contemporaine de l'urbanisme, notamment par exemple celle du Grand Paris que j'ai cité tout à l'heure, on peut difficilement dire que le Grand Paris est une addition de villages. Et donc, l'échelle de la ville doit nous interroger sur la nature même de la ville. Qu'est-ce qu'une ville? Alors là, inutile de vous dire que ce n'est pas en un quart d'heure que je vais clore le débat, ni même le poser dans son intégralité, vous en doutez bien, puisque c'est même l'objet d'une grande partie de vos études qui vont durer 5 ans, et après de vos propres recherches. Mais nous pouvons avoir quelques considérations à ce sujet. Notamment là, je me référerai à ce qui me semble être encore, et de manière très solide, une approche historique valable, qui est le livre d'Aldo Rossi dont j'ai parlé, L'architecture de la ville. Alors pourquoi? Eh bien, j'allais dire pour la raison de son titre, tout simplement, c'est l'architecture de la ville. C'est-à-dire, la ville n'est pas un organisme vivant, la ville n'est pas une addition, une juxtaposition de zones ou de secteurs, ni même d'arrondissements finalement, mais a une nature profonde, et donc une architecture, comme je dirais notre propre corps a une architecture. Une tête, un corps, voilà, un squelette, des organes, voilà. Et donc, mais qui lui sont bien spécifiques, c'est-à-dire que la ville a cette architecture, et il n'y a que la ville pour avoir cette architecture. Alors, que peut-on dire de cette architecture dans les grandes lignes, ou plutôt ce que Rossi en dit, si je tente de donner quelques éléments à ce sujet. La ville est donc historiquement constituée de quartiers, et qui est, comme je l'ai dit, dont l'origine peut être assez différente, qui peuvent être des villages, d'ailleurs c'est une entité d'une communauté préorganisée et qui finalement a par addition fusionné dans une entité qui est plus grande. Mais aussi, c'est donc une sorte d'addition en quelque sorte, mais on peut envisager aussi une sorte de division avec une organisation, comme certaines villes planifiées, ou au contraire, c'est une entité, la ville, qui s'est divisée en quartiers à vocation différente, par exemple un quartier d'affaires ou un quartier de résidentiel, ce genre de choses. Donc addition ou division finalement. Donc on peut envisager la ville ayant cette architecture, j'allais dire, à partir d'éléments, soit d'addition, soit ça additionne ou se divise, si je puis dire. Ensuite, cette architecture, si on la considère comme un organisme, répond à des mouvements historiques qui, en tout cas pour la ville européenne, et qui continuent à être valables, la ville, disons, occidentale, dont les mouvements sont des mouvements de flux et de reflux, de cycles, liés à deux mouvements antagonistes, la spéculation, et en général essentiellement d'ordre privé, et l'expropriation, et en général à l'initiative publique. Le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est le Paris d'Haussmann. C'est-à-dire, pour des raisons... alors on explique le Paris d'Haussmann d'un point de vue politique comme une tentative d'organisation du pouvoir de la République au sein de la capitale de la République, Paris. Donc une organisation avec des grandes avenues pour pouvoir notamment contrôler les mouvements de foule. Donc ça a donné lieu à un tracé qui a donné lieu à des expropriations
et de manière antagoniste ou évidemment qui accompagne ce mouvement de la spéculation. Tous les immeubles haussmanniens, vous voyez, sont pour l'essentiel, et même pour l'intégralité, des opérations spéculatives, c'est-à-dire visant au profit. Et puis, l'extrême singularité de l'approche d'Aldo Rossi, j'allais dire que ce que j'ai dit là serait juste un bon cours d'urbanisme historique, c'est de dire que la ville obéit à des faits, ce qu'il a appelé des faits urbains. On en listera un certain nombre. Et il commence son ouvrage par le Colisée, ou un autre bâtiment, je ne me souviens plus dans quelle ville du nord de l'Italie, mais il parle beaucoup du Colisée, en disant que finalement le Colisée a été un grand équipement dédié au divertissement des Romains, puis est devenu obtenu un statut de monument de par sa taille et de par sa fonction, autour duquel s'est organisé tout le quartier. C'est-à-dire que le quartier, c'est pas uniquement une addition d'habitations ou de bureaux ou de ce genre de choses, c'est aussi une sorte de réaction d'organisation par rapport à une entité qui la dépasse dans son échelle. Ce qui lui a permis de dire de mettre en évidence cette nature de ville en disant la ville n'est pas un arbre. On ne peut pas le concevoir, même d'un point de vue écologique, comme un arbre avec des branches, puis des feuilles, voilà, comme si l'échelle de la ville, de l'urbanisme à l'architecture, renvoyait à cette figure de l'arbre, des branches aux feuilles. C'est un organisme avec une singularité très particulière qui est de s'organiser autour de faits urbains, notamment physiques, que sont les monuments. Mais on en verra d'autres. Et dernièrement, de dire, évidemment, c'est une évidence, que la ville s'organise autour d'une gouvernance urbaine qui lui est particulière. Toutes les villes ne sont pas gérées de la même manière et qui fait la ville. Je parlais d'Haussmann avec ce projet du baron Haussmann qui a fait une grande partie du Paris du 19e. Et donc là, c'est bien une gouvernance, c'est-à-dire un acte politique au départ, inscrit souvent dans une logique économique. Alors, ce qu'on peut en tirer, c'est que on voit que la ville change pas ou peu, enfin à un rythme qui lui est propre. C'est un organisme qui a un rythme qui lui est propre. On voit d'ailleurs que pas mal de questions sont posées à l'heure actuelle entre la différence du rythme urbain et du rythme économique. Voilà, la ville n'évolue pas avec la même résilience, comme on dit, que l'économie. Résilience, ça veut dire la capacité à encaisser des chocs, à muter pour encaisser des chocs, comme un boxeur en quelque sorte. Voilà. Et donc, Aldo Rossi en tire un certain nombre de caractéristiques que je peux citer et qui va commencer à nous intéresser d'un point de vue écologique. Notamment, la ville est un lieu de mémoire. On le sait. Les stèles, aussi organisées autour des cimetières. Regardez dans la ville de Paris, cette mémoire est constamment rappelée, pas seulement par les monuments, mais par des plaques, par le nom des rues, par le souvenir qu'on peut en avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est singulier de la ville par rapport à d'autres organismes dits écologiques, enfin d'autres entités écologiques, d'autres corps écologiques à étudier, c'est qu'elle a une mémoire humaine qui fait sa nature de ville. Elle a aussi, on pourrait le dire, une vocation, en quelque sorte. Alors, celle qui est l'exemple le plus connu, c'est Athènes au siècle de Périclès. Évidemment, Athènes avait pour vocation de recueillir toutes les institutions de cette extraordinaire aventure humaine qu'a été la démocratie grecque durant cette période. Et évidemment, en porte la trace, si on visite Athènes, c'est pas seulement pour la beauté de ses ruines, c'est aussi pour la charge symbolique à laquelle elle renvoie. C'est donc cette double qualité, j'allais dire esthétique et comment dirais-je, symbolique, que Athènes a cette qualité. Ce qui fait dire d'ailleurs à Aldo Rossi que nous ne sommes pas sûrs d'être capables de rebâtir un tel idéal à la fois politique et à la fois urbain et architectural. L'autre considération dont nous devons tenir compte en termes d'écologie, pour comprendre la nature de la ville et donc pour pouvoir y répondre d'un point de vue écologique, c'est le temps.
comme je l'ai dit, le temps de la ville est un temps qui lui est propre, et que de nombreux urbanistes à le mésestimer ont commis des erreurs. Donc on a parfois construit trop vite, on a construit en voulant restituer la ville à l'instant de son inauguration, en quelque sorte. Or, la ville est un corps qui évolue lentement et qui, se patine, se développe, change, et c'est ça qui fait aussi, ou pas d'ailleurs, et c'est ça qui fait aussi sa nature et son identité. Prenons Venise, est une ville qui a quasiment pas bougé depuis l'idée qui en a été l'origine, mais on peut prendre d'autres villes qui bougent en permanence et qui n'ont plus du tout le même visage qu'elles avaient à l'origine. Les exemples sont nombreux autour de nous. La question, par exemple, du Grand Paris, c'est cette question-là. C'est qu'est-ce qu'un territoire en pleine mutation? Là, on peut le dire. Le propos n'est pas galvaudé, en pleine mutation, littéralement. Si on exclut le Paris intramuros, toute la banlieue parisienne est fortement réinterrogée par les questions contemporaines. Et dernièrement, la ville est un lieu, là aussi, alors là pour le coup un lieu commun, c'est le cas de le dire, un lieu. Et là, d'un point de vue écologique, il faut en être conscient, un lieu qui provient d'une géographie originelle. Les 7 collines de Rome, l'Île-de-France était une des régions les plus belles de France, extrêmement riche du fait que ça soit une plaine alluvionnaire, donc sédimentaire du fait du retrait de la mer à l'ère précédente, l'ère géologique précédente, une latitude et une longitude qui lui est favorable. Bref, chaque ville porte finalement la mémoire de cette géographie initiale. Je vous donne un exemple sous forme d'anecdote. Ma grand-mère ne voulait pas venir me voir chez moi quand j'habitais dans le 15e arrondissement parce que c'était un marais et que ça la faisait souffrir de rhumatisme. Donc le marais, était un ancien... le 15e était un ancien marais qui portait encore la trace de cette géographie physique et plus généralement cette géographie vivante. Il ne faut pas l'oublier. Alors, maintenant, nous comprenons mieux ce qu'est une ville dans des considérations écologiques. Donc, 2 choses qu'il faut retenir. Cette nature de ville qui lui est spécifique et qui est, comme on a pu le constater, fondée sur 2 dimensions. La dimension physique et la dimension humaine. Sachant que certains concepts ou faits urbains reposent simultanément sur les 2. Par exemple, le temps urbain repose autant sur l'humain que sur le physique. Mais la mémoire, par exemple, ne repose que pratiquement que sur la dimension humaine. Alors, maintenant que nous comprenons mieux cette spécificité du corps que nous cherchons à comprendre, je voudrais revenir avec un exemple. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Voilà, alors, ça, c'est la ville telle qu'elle est vue d'un point de vue fonctionnel, donc un lieu d'échange. Et si nous faisons le même exercice à l'échelle de la ville que nous avons fait pour l'hypermarché, voilà comment habituellement nous présentons, ou technocratiquement l'approche écologique est présentée, avec un système un peu différent de gestion des ressources, mais finalement on s'aperçoit que la forme de la ville ne change peu. Et si la forme de la ville change peu, c'est d'une part que l'approche écologique n'est peut-être pas la plus efficiente, et d'autre part, pour la raison que j'ai précisée, c'est que la ville change peu, ou à un rythme qui lui est propre. C'est donc ces 2 slides tentent de d'illustrer mon propos. Alors maintenant, je voudrais montrer un autre travail d'étudiant qui a été réalisé en Chine, sous l'autorité de Wang Shu, j'ai parlé de Wang Shu, pour simplifier le problème. Pour essayer d'en donner une illustration simple. J'ai dit que la ville ne pouvait pas être approchée uniquement d'un point de vue fonctionnel, pour la raison que j'ai expliquée, mais que d'autre part, d'un point de vue écologique, on devait reparler de fonction de la ville, ne serait-ce que par cette ville maintenant qui est requestionnée par des questions contemporaines. Prenons l'exemple de l'eau, qui habituellement, dans la ville, est simplement vue
comme un véhicule permettant d'assainir, un média, une matière média qui permet d'assainir ou de nettoyer. À peu près, voilà. Et puis aussi, pour les questions d'inondation, on le voit souvent dans l'actualité, comme une contrainte naturelle. Mais dans une approche écologique, nous pouvons envisager l'eau de manière tout à fait différente. Pour ça, il faut identifier d'abord quelles sont les fonctions de l'eau, les services que l'eau peut rendre à la ville. Alors, il y en a qui sont évidentes, par exemple l'assainissement. Bon, les égouts, c'est évident que l'eau peut servir à l'assainissement. Il n'y a pas que l'eau maintenant. Par exemple, quand on parle de toilettes sèches, l'eau n'est pas le système d'assainissement de la maison. Ensuite, la rétention. La question de la rétention, c'est quand on a trop d'eau, qu'est-ce qu'on fait pour l'évacuer ou la stocker en attendant de pouvoir l'écouler. La question du drainage, c'est-à-dire toute la question de l'hydrologie de la ville. Quand vous regardez une rue, si vous regardez une chaussée, une route, elle n'est pas plate. Elle est bombée et elle a toujours une pente. Sinon, l'eau stagne et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus l'emprunter en période d'orage. Et après, cette eau ne va pas n'importe où. Elle est soit directement collectée à l'égout, en ville, souvent, soit dans des fossés. Ces fossés vont eux-mêmes dans des bassins d'orage ou dans des bassins, des versants d'épandage. Donc toute cette ville est configurée par une hydrologie. Quatrième fonction ou caractéristique qu'on pourrait donner à l'eau pour un architecte d'un point de vue de l'urbanisme, c'est l'irrigation. Beaucoup de travaux d'étudiants maintenant essayent, pour des questions sur des thèmes d'agriculture urbaine, s'intéressent à évidemment, forcément, sont questionnés par la question de l'eau et de l'irrigation, et donc s'interrogent sur qu'est-ce que l'eau dans la ville si elle irrigue en agriculture. Pour le moment, la question est rejetée dans le territoire rural, mais on peut envisager un mixte des deux. L'alimentation, bien sûr, en eau potable, qui, lui, amène des considérations complètement différentes. Et des questions, pour des questions évidentes sanitaires, des questions de maîtrise, de contrôle et de distribution, tant en volume qu'en qualité, de cette eau, et de manière permanente. On sait que des pays en difficulté n'ont de l'eau potable que quelques heures par jour. L'eau permettant l'entretien et le nettoyage. J'en ai parlé pour l'hypermarché, mais là c'est évidemment vrai. On le sent très bien. On a besoin d'eau souvent, par exemple, pour faire un ravalement. On peut le faire à l'eau et au sable. Mais on a besoin d'eau, on le voit quand les gens balayent les rues. Ils le balayent souvent. Ils le drainent avec de l'eau, ils nettoient avec de l'eau. La question de la sécurité aussi, notamment la sécurité incendie. Là, il y a une double question. La sécurité par rapport à l'incendie, on a besoin d'eau souvent pour éteindre les incendies. Et donc là, il y a tout un système d'infrastructures qui permet d'avoir de l'eau n'importe où dans la ville, et j'allais dire aussi n'importe où dans le bâtiment. Si vous regardez les colonnes sèches des bâtiments récents, c'est simplement des colonnes qui permettent de brancher le tuyau du système d'alimentation d'eau ou de la citerne pour pouvoir amener de l'eau à une certaine altimétrie dans le bâtiment. Mais aussi, de manière négative, la question de la sécurité par rapport à la question de l'inondation. C'est-à-dire, dans certaines zones, la question de l'inondation se pose. À Paris, par exemple, 1910, la dernière grande inondation, qui a amené, on le voit dans les photos anciennes, pendant quelques semaines, des vraies questions. Il y a des villes qui sont inondées en permanence, mais qui sont organisées en cela, si je puis dire. Venise. Venise, au moment de la montée des eaux, s'organise avec des systèmes d'infrastructures temporaires que sont par exemple des pales planches, qui est un système d'infrastructure. Ensuite, l'eau en tant que mobilité. On peut utiliser l'eau, bien sûr, pour se déplacer. Venise est l'exemple, mais à Paris, on réfléchit à des bateaux-bus, à ce genre de choses. Et il y a évidemment des villes qui sont totalement organisées par rapport à cette capacité de mobilité. La question des loisirs aussi, beaucoup posée en ce moment. La question de l'agrément, par exemple des bassins d'agrément, des fontaines. En ce moment, il y a un peu un poncif du paysage qui mixte loisirs et agréments, qui s'appelle un miroir. C'est-à-dire, on a ça à Bordeaux et puis Place de la République, je crois, qui consiste à
mettre 2 cm d'eau en permanence avec des jets d'eau. Quand il fait très chaud, eh ben, les enfants traversent les jets d'eau ou on glisse sur ce miroir, enfin ce genre de choses. Et puis le caractère symbolique de l'eau aussi. Dans certaines villes, le caractère symbolique, notamment par exemple dans la culture chinoise, je parle de Hangzhou, le symbole de l'eau est évidemment extrêmement important. À Hangzhou, toute la ville s'est organisée autour de ce symbole de l'eau. Voilà, et je pourrais continuer à énumérer comme ça des fonctions. Et avec cette énumération-là et cette hiérarchie, eh bien, nous pouvons utiliser l'eau d'une manière historique et en même temps re-questionnée pour réinterroger l'écologie à l'échelle urbaine. Mais je n'ai parlé que de l'eau. Si je parlais de toutes les autres matières et de toutes les autres dimensions de l'écologie, eh bien, je pourrais faire le même exercice en termes de fonctionnalité. Ce qui m'amène à dire que finalement, comme dans le court cycle, j'allais dire la boucle est bouclée, ou comme dans l'économie circulaire, la boucle est bouclée. Pourquoi ? Prenons l'exemple de Venise. La vocation de Venise, l'archétype de Venise, mais même son existence même, je parlais d'Athènes tout à l'heure, mais si on parle de Venise, c'est Venise, ville marchande, comme on dit. Bon. Ou Paris, ville des Lumières. Ou je pourrais citer Istanbul, porte de l'Orient. Voilà, tout ça sont soit des clichés et ou des raisons d'être. Eh bien, l'écologie pourrait réinterroger toutes ces vocations, non pas forcément pour rester dans le cliché, qui serait inopérationnel ou qui muséifierait finalement une ville. La question de la muséification de Paris est posée. Celle de Venise s'est posée depuis longtemps, mais pourrait au contraire réinterroger cette vocation. Donc l'écologie pourrait réinterroger la vocation en liant à la fois la raison même de l'existence d'une ville. Vous savez que certaines villes ont disparu, les villes fantômes là, des chercheurs d'or ont disparu, donc c'est une question qui se pose, une ville peut mourir, avec son écologie, son efficience, c'est-à-dire son efficacité, tant pour l'habiter, la fonction habiter, que pour une écologie qui, elle, va se considérer à des échelles encore supérieures dont je vais parler à présent. Quatrième donc échelle dont je voudrais parler est l'échelle du territoire, c'est-à-dire une échelle encore supérieure à celle de la ville. Où là, nous avons une approche qui est un peu différente. On sent bien qu'un territoire n'est pas l'addition de villes. Autant j'avais dit tout à l'heure, ça paraissait pas forcément évident qu'une ville n'était pas l'addition nécessairement de villages ou de quartiers, autant là, on comprend bien qu'un territoire n'est pas l'addition de villes. Il est composé par des villes, mais... alors ça c'est énergie, c'est autre chose. Est là aussi un peu différent. Alors là, c'est plus facile pour vous, puisque vous avez fait... dans votre scolarité, vous avez eu des cours de géographie, et donc vous comprenez mieux ce qu'est un territoire, parlant d'un pays ou d'un continent. À l'échelle écologique, je pense que la bonne échelle, c'est l'échelle du sous-continent. On parlera peut-être du sous-continent européen, du sous-continent indien ou chinois. C'est peut-être la bonne échelle, pour des raisons à la fois liées à l'échelle de l'écologie, les migrations, par exemple, migration d'oiseaux, mais le climat aussi. Donc je pense que c'est plutôt la bonne échelle. Voilà. Donc le territoire, au sens universitaire du terme classique, reste valable là, en termes d'écologie. Alors là, je pense que ce qui, non pas caractérise l'approche écologique au niveau du territoire, mais disons est une des clés pour comprendre, c'est la question de la gouvernance. J'en ai un petit peu parlé pour la ville, mais la question de la gouvernance est véritablement une question clé pour comprendre l'écologie d'un territoire, pour, disons, pas maîtriser, mais au moins éviter des impasses ou des contresens. Alors, là, je renvoie à un ouvrage, je vous recommande chaleureusement de le lire, en tout cas au cours de votre parcours. Je pense qu'à partir du master, vous allez commencer à vous poser des questions de ce genre, mais vous pouvez lire avant, bien entendu. Alors, c'est un livre un peu difficile, mais qui est lisible quand même, écrit en français par un Canadien, qui s'appelle La gouvernance urbaine en question, de Bertrand ou Bernard Jouve, je ne sais jamais, qui est un enseignant canadien de l'Université de Montréal, il me semble,
la gouvernance urbaine en question. Un livre extrêmement intéressant et absolument essentiel pour comprendre, à mon avis, ou en tout cas pour avoir un bon aperçu des questions de gouvernance. Et on va comprendre pourquoi la question de gouvernance est d'un point de vue écologique importante, avec un exemple tout à fait concret. Exemple d'ailleurs, je vais trop vite, mais exemple auquel j'ai été confronté il n'y a pas 3 jours, encore, dans des aspects tout à fait concrets. Alors, là, il dresse un portrait, et je vais faire comme pour le livre de Aldo Rossi, je vais rapidement donner quelques clés de ce livre. Il dresse une sorte de géographie de système de gouvernance urbaine à l'échelle européenne, qui donne quelques exemples. Alors, il donne des exemples de gouvernance, et donc de villes ou d'États, ou de territoires, à ce sujet. Alors, la première, c'est la ville-État. Donc, la coïncidence qu'il y a entre une ville et un État. Et il donne l'exemple d'Amsterdam. Alors, historiquement, à Amsterdam, en fait, vu la taille et la densité, et la question écologique aussi, c'est constitué en ville-État. Alors, est-ce que c'est les Pays-Bas, la Hollande, qui s'est constituée en ville, ou l'État qui s'est constitué autour de la ville d'Amsterdam? La ville-État, donc une confusion des deux échelles et des deux entités, qui a amené une spécificité, notamment administrative, toujours très intéressante à étudier. Dans votre cursus universitaire, vous irez très certainement en Hollande étudier pas seulement l'architecture, mais aussi l'urbanisme, à une tradition très ancrée administrative du développement urbain, à la fois pour des questions de contraintes écologiques, mais aussi pour des questions d'existence même économique, notamment de leur territoire-ville. Premier exemple donné par Bernard Jouve de gouvernance. La deuxième, c'est la ville entrepreneuriale. Bon, là, il parle pas mal des États-Unis, mais il parle aussi de Londres, notamment avec un système de gouvernance particulière de Londres, qui est le The Greater London Authority, qui est en fait une sorte d'autorité consultative de Londres. Donc Londres, il y a la municipalité, avec le maire de Londres, et puis cette entité administrative, auquel le Grand Paris essaye d'ailleurs de se référer, dans sa tentative d'organisation à l'échelle du Grand Paris, The Greater London Authority, qui a une spécificité. Ce ne sont pas des élus, c'est un organisme consultatif sur lequel s'appuie la municipalité de Londres et de l'agglomération londonienne. C'est là aussi c'est là une addition ou une juxtaposition de différentes entités institutionnelles, politiques, à des fins politico-économique en quelque sorte. Et le résultat qu'on connaît bien, c'est les Jeux Olympiques de 2012 qu'ils ont obtenus, et ils ont notamment obtenu ce succès-là, le fait de l'organiser, par cette, j'allais dire, simplicité d'organisation, de gouvernance, ce bicéphalisme, si je puis dire, entre la municipalité de Londres, qui était évidemment l'agglomération prégnante dans le Grand Londres, et cet organisme consultatif. Troisième type de gouvernance urbaine auquel se réfère, que décrit Bernard Jouve, c'est la superposition de la métropole et de la région. Et il donne là l'exemple de Madrid, comme superposition. Alors Madrid étant la capitale de l'État national, de la nation espagnole, et en même temps une métropole urbaine, une très grande conurbation urbaine. Et là, il y a non pas une organisation au niveau de la gouvernance urbaine, mais juxtaposition des deux, qui donne double vocation à cette organisation, celle d'être la capitale espagnole et celle d'être en même temps la métropole madrilène telle qu'on la connaît. Donc, avec une sorte de communauté monoprovinciale, si je puis dire, qui s'organise autour de cette entité-là. Alors, qui pose des questions de démocratie, qui sont c'est un modèle moins clair et moins évident que le modèle londonien. Enfin, celui que je cite, pour des raisons écologiques, mais il y en a d'autres, il parle d'autres modèles, c'est les communautés urbaines type le Grand Lyon, par exemple, qui là, alors, est une organisation de réseaux de métropoles et de territoires. Il y a Lyon, il y a les villes alentours, les territoires alentours, qui s'organisent dans un réseau de communautés urbaines, en quelque sorte, pour obtenir une taille critique.
et notamment à l'échelle du sous-continent européen, du continent européen, pour pouvoir avoir cette taille critique qui lui permet une politique qui serait une politique qui ne serait pas strictement municipale si Lyon n'était que Lyon, si je puis dire. Alors pourquoi je parle de ça, c'est qu'on peut interroger tous ces modèles historiques et actuels d'un point de vue écologique. C'est bien ce que tente, à ma connaissance, de faire le Grand Paris. Est-ce que le Grand Paris doit se référer à tel ou tel modèle ou inventer un autre modèle? Et s'il doit inventer un modèle, de quelle manière? Alors, il y a un exemple écologique d'organisation de gouvernance à l'échelle territoriale qui est donné en règle générale à l'échelle européenne et qui est donné à titre d'exemple et qui est le Vorarlberg, qui est une région autrichienne et qui, pour des raisons historiques et actuelles, s'est organisée d'une manière qui est présentée comme vertueuse d'un point de vue écologique, avec un bureau des questions du futur, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et une organisation qui est à la fois une organisation qui vise à l'autonomie. Alors là, on revient à l'échelle du bâtiment, l'autonomie du Vorarlberg, l'autonomie économique, écologique, énergétique, mais en même temps, évidemment, du fait de ses spécificités, la nécessité d'une gouvernance en lien avec l'Europe pour des raisons de capacité, notamment énergétique. Alors je donne un exemple, des accords sont passés entre le Vorarlberg et le Bade-Württemberg, qui est une région allemande, qui, elle, alors ils échangent des énergies. Alors le Vorarlberg lui vend des énergies vertes, si je puis dire, d'origine verte, pour que le Bade-Württemberg puisse, dans son bilan, rendre compte d'un équilibre, d'un bilan écologique vertueux. Et en même temps, en plein hiver, le Bade-Württemberg fournit l'énergie, donc dans l'autre sens, au Vorarlberg, pour éviter que le Vorarlberg ait des infrastructures d'énergie trop importantes, surdimensionnées pour les 2 mois d'hiver les plus critiques. Donc on voit bien qu'il y a un système de gouvernance qui est à la fois cette recherche d'autonomie et en même temps cette recherche de gouvernance à l'échelle européenne, puisque le Bade-Württemberg est une région allemande et que le Vorarlberg est une région autrichienne. Pour nous, en tant qu'architectes, l'exemple est intéressant. Alors, il est intéressant si on s'intéresse à l'écologie, mais est intéressante parce que, à 2 titres. Premièrement, le Vorarlberg donne, contrairement à ce qu'on pense, un urbanisme ce que j'appellerais pulvérisé. Je crois que d'autres chercheurs ont employé ce mot. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on enseigne comme une nécessité écologique, à savoir l'hyperdensité. Par exemple, si vous prenez la doxa écologique s'agissant du Grand Paris, c'est que le Grand Paris doit forcément être hyper dense. Pourquoi? Parce que vous limitez les infrastructures, notamment de mobilité de transport, notamment de transport, et vous en limitez, donc vous limitez les moyens du développement de la ville. Mais il y a 2 problèmes à ça. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème humain, l'hyperdensité est-elle le modèle qu'on se souhaite ou pas? Bon. Deuxièmement, il y a une espèce de cercle vicieux qui est plus vous développez les infrastructures, plus là c'est le modèle spéculation développement d'infrastructures, plus la densité a tendance à augmenter par survalorisation du territoire économique, et plus vous saturez à nouveau donc les capacités de transport, et plus vous nécessitez de capacités de transport pour répondre à cette hyperdensité. Qui a déjà pris le RER A en période de pointe comprend bien ce que je veux dire par là. Donc il y a une saturation des infrastructures, inhérente à cette doxa de l'hyperdensité. Et donc le Vorarlberg a un modèle complètement différent, pas du tout organisé en termes d'hyperdensité, mais disons, ce qu'il faut retenir de ça, c'est un modèle qui lui est spécifique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est dans le mot spécifique. De la même manière que Aldo Rossi a décrit les villes comme étant des organismes qui ont leur propre spécificité, la nature de ville, mais aussi leur propre identité ville entre villes, on pourrait imaginer que le territoire européen est composé
ou organisés autour de territoires qui ont leurs propres spécificités. Là, l'hyperdensité, si on veut, et là, un urbanisme pulvérisé. Et c'est dans cette coloration, ce contraste, que les échanges peuvent se faire, j'allais dire presque par différence de potentiel, comme l'exemple de l'énergie entre le Bade-Württemberg et le Vorarlberg. C'est-à-dire en fait le contraire de ce qui est en général promu dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire la ville générique de Koulas, de Rem Koolhaas, l'urbaniste, qui consiste à mettre en avant une ville, un modèle de ville international, à peu près valable partout, comme étant le modèle inexorable vers lequel on devrait tendre. Je pense que l'intérêt de l'approche écologique au niveau du territoire est justement de réinterroger ça et de proposer un modèle qui est, on le verra dans le cours énergie, un modèle au contraire, non pas gris, mais extrêmement coloré. Je résume, avant la pause. À l'échelle du bâtiment, c'est plutôt la recherche de l'autonomie du bâtiment qui est recherchée, mais corollairement, on peut se poser la question de savoir si, pour des raisons d'équité et d'efficacité, c'est l'unique modèle. Deuxièmement, à l'échelle du quartier, l'approche écologique doit intégrer dans son approche fonctionnelle la question des échanges humains ou sociaux, si on veut. Troisièmement, à l'échelle de la ville, on doit s'interroger sur la nature de la ville et ça réinterroge le fonctionnalisme urbain. Et, oui. À l'échelle du quartier, ce que montre l'approche écologique, c'est qu'il faut y intégrer non pas une approche uniquement fonctionnelle, mais aussi intégrer les questions d'échanges humains ou sociaux. Parce que ce sont les gens qui vont faire fonctionner le modèle, si je puis dire, et non pas le système de gestion, les gérants, uniquement les gérants. À l'échelle de la ville, donc l'identité, j'allais dire, n'ayant pas peur des mots, l'identité urbaine est réinterrogée par une approche écologique. Et à l'échelle des territoires, tout ça est dans mon livre, hein. Donc si vous relisez le chapitre, c'est peut-être expliqué plus calmement qu'en 1h30. À l'échelle du territoire, c'est les questions de gouvernance qui, à mon avis, sont le levier qui permettent là aussi de proposer un modèle à l'échelle du sous-continent, un modèle écologique qui ne soit pas un modèle purement fonctionnaliste, j'allais dire aridement fonctionnaliste, comme la ville générique qui est décrite par Koolhaas. Je termine très rapidement par l'exemple dont je vous avais parlé, qui m'est encore arrivé il y a 3 jours. J'ai un client plutôt dans le secteur de Marne-la-Vallée, Disney, ce genre de choses, et j'ai un double client, à la fois l'opérateur singulier qui est Euro Disney, et qui a des considérations écologiques, et à la fois tout le palimpseste, c'est-à-dire la superposition des entités publiques, des opérateurs du développement du territoire, c'est-à-dire la ville, la commune, la ville, les agglomérations de communes, les grands opérateurs de développement du territoire, le département, la région, le pays, l'Europe. Ça fait comme un gâteau à plusieurs couches. Eh bien, quand on s'interroge écologiquement sur l'efficacité d'un seul opérateur, qui est un opérateur privé comme Disney, ou un palimpseste d'opérateurs publics comme celui que je viens de décrire sur le même territoire, eh bien, les conclusions, d'un point de vue écologique, sont assez différentes et en tout cas interpellantes pour un architecte comme moi qui exerce modestement à l'échelle de ce territoire.